Voilà. Donc, je veux vous parler de la petite structure dont je m'occupe en ce moment, le département d'enseignement de l'arabe contemporain. Je vous parlerai du public, du DEAC. Je vous parlerai de l'attitude du locuteur natif par rapport au nouveau locuteur de l'arabe. Et je vous parlerai de l'attitude du nouveau locuteur par rapport à l'apprentissage de l'arabe, si j'ai le temps de voir. Bon, alors qu'est-ce que c'est que le département d'enseignement de l'arabe contemporain? C'est une petite structure qui a été fondée en 1982 au Caire par madame le professeur Claude Bert, qui partait du constat suivant que l'université française sortait d'excellents grammairiens, mais qu'une fois qu'ils étaient sur le terrain en pays arabe, ils étaient infoutus de commander un café. Alors elle exagérait peut-être un peu, mais pas tant que ça. Et elle a donc fondé une petite structure qui accueillait des gens qui avaient fait 100 à 150 heures d'arabe dans le système universitaire français. Et le but était de leur donner, pendant une année d'enseignement intensif, je cite, les moyens linguistiques de leur exercice professionnel. Alors évidemment, on ne sort pas des bilingues en arabe en un an, mais on peut sortir des gens efficaces sur le terrain et qui se débrouillent correctement. Le DEAC est inséré dans un dispositif qui est celui des bourses arabisantes. Les bourses arabisantes essaient de pallier à la carence du système de l'éducation nationale en ce qui concerne la formation des arabisants, puisque c'est une formation qui est longue, que cette formation est vraiment assurée à la marge dans le secondaire et qu'elle ne peut pas être assurée de façon efficace dans l'enveloppe horaire qui est pour les non-arabophones, dans l'enveloppe horaire qui est confiée aux universités. Donc nous avons, qui est octroyée aux universités. Donc nous sommes dans l'absolue nécessité, pour former des nouveaux locuteurs de l'arabe, de trouver des solutions pour les envoyer faire des stages intensifs à l'étranger. Et ce dispositif de bourse arabisante permet à 30 jeunes gens et jeunes filles tous les ans de faire un stage intensif d'arabe. Ils sont donc répartis pour les plus débutants entre le DEAC au Caire, pour les gens plus avancés avec un début de projet de recherche à l'IFPO, et pour les gens qui se destinent au concours, qui sont bien avancés en arabe, ils vont en Tunisie. Donc voilà comment ça se propose. Nous sommes une structure qui est comme le Greta insérée dans un marché concurrentiel. Nous devons couvrir nos frais. Nous accueillons des étudiants boursiers, une dizaine par an. Et le reste de nos stagiaires sont des stagiaires payants. La scolarité annuelle coûte 2100 €. Un petit peu moins pour les étudiants qui proviennent d'universités avec lesquelles nous avons des conventions. Donc il y a des stagiaires payants individuels, des stagiaires payants qui viennent dans le cadre de conventions avec l'université et des stagiaires qui viennent dans le cadre de la formation continue. Donc l'arabe présente une particularité qui est très mise en avant, qui est soi-disant très forte, mais à mon avis nous avons la même en français, c'est la diglossie. C'est-à-dire qu'il y a une langue pour la vie quotidienne, les usages informels et l'affect qui est le dialecte arabe local, et une langue pour la vie officielle et pour la langue écrite, qu'on appelle l'arabe moderne standard. Évidemment, il n'y a pas de frontière entre les deux, il y a un très très grand continuum linguistique. Beaucoup de choses se passent maintenant dans cette zone intermédiaire qu'on appelle en Égypte Lourat el-Moussaqafin, la langue des gens éduqués. Simplement, cette zone n'est pas normée et comme il n'y a pas de normes, elle ne peut pas faire l'objet d'un apprentissage systématique, puisque pour pouvoir donner un apprentissage systématique, il faut disposer d'une norme. Donc, c'est une zone avec laquelle nous ne pouvons que mettre en contact nos stagiaires, mais nous ne pouvons pas, nous pouvons leur apprendre à la comprendre, mais nous pouvons difficilement leur apprendre à s'exprimer dans cette zone-là. Alors le corps enseignant du DEAC, c'est une douzaine d'enseignants, tous égyptiens, et avec deux catégories bien tranchées. En ce qui concerne l'arabe dialectal égyptien, nous avons des enseignants qui sont des profs de français formés au FLE, et qui donc transfèrent la méthodologie du FLE sur l'arabe dialectal égyptien. Ça marche très bien. En ce qui concerne l'arabe moderne standard, dans la catégorie des gens formés en FLE, nous ne trouvons pas de gens ayant les connaissances académiques suffisantes
en particulier en grammaire de l'arabe moderne standard, et n'ayant pas une pratique orale suffisante de l'arabe moderne standard pour former nos étudiants. Donc nous devons avoir recours à des gens qui sont issus du système traditionnel, essentiellement l'Azhar. Alors je pense que ça commence à faire un peu peur, mais je veux juste vous signaler en passant qu'à la faculté des jeunes filles à l'Azhar, on soutient des thèses sur le vocabulaire de la psychanalyse sur la narratologie dans le Coran, et qu'il y a des profs, des professeurs femmes qui ne sont pas voilées, donc c'est quand même un lieu assez original. Et l'autre lieu d'où nous proviennent des enseignants, c'est Dar el-Ulum, c'est-à-dire c'est l'équivalent des écoles nationales supérieures qui ont été fondées au début du XXe siècle, si mes souvenirs sont bons. Alors ce sont des enseignants qui ont très souvent une vision très traditionnelle de l'enseignement de l'arabe, qui est particulièrement sclérosée en ce moment dans les pays arabes pour des raisons idéologiques, enfin ça serait trop long d'en parler. Donc ce qu'il faut arriver, c'est à trouver des gens qui sont prêts à faire la bascule vers des méthodologies plus, disons, communicatives, puisque l'approche sur laquelle on s'appuie au DEAC, c'est l'approche communicative. Donc c'est une histoire de formation lente de gens qu'on fait basculer petit à petit vers les positions qui nous intéressent. Donc nous enseignons l'arabe dialectal égyptien et nous enseignons l'arabe moderne standard à raison de 22 heures par semaine pendant 30 à 33 semaines, j'ai plus les chiffres en tête. En ce qui concerne l'arabe dialectal égyptien, l'idée c'est de rendre les gens opérationnels très vite pour leur vie quotidienne. Donc on commence avec beaucoup d'arabe dialectal égyptien, l'année est coupée en 4, on fait 16, 8, 4, 2. Hein. Et à côté de ça, on commence avec simplement 6 heures d'arabe moderne standard. Ensuite, on monte à 14 pour tout le reste de l'année. Et les étudiants ont accès à ce qu'on appelle des options, et qui en fait sont des disciplines, des DNL, des disciplines non linguistiques, qui peuvent être de l'histoire, de la poésie moderne, la littérature classique, langage de la diplomatie, notes de synthèse, des ateliers d'écriture, et un atelier de traduction. Donc ça, c'est notre petit moment approche actionnelle, puisqu'il y a un événement culturel au centre qui s'appelle Premier Livre, pour lequel j'ai créé l'atelier de traduction du DEAC, qui produit une traduction qui est lue et ou mise en ligne pour accompagner cet événement. S'ajoute à ça des tandems, puisque nous sommes dans les locaux de ce qu'on appelait les centres français de culture et de coopération, et que donc il y a des jeunes gens égyptiens qui apprennent le français et qui souhaitent à faire de la conversation avec des jeunes gens francophones. Et donc mon secrétariat met en contact tout ce petit monde qui échange de la conversation en français et en arabe sur la terrasse du centre. Le matériel pédagogique est de fabrication maison. C'est entièrement du document authentique, sauf le matériel pour démarrer le cours sur la vie quotidienne qui est entièrement fabriqué. En Égypte, Moufabrak, fabriqué, remis à la sauce arabe. Hein. Il est renouvelé régulièrement, donc pas d'articles vieux de plus de 2 ans dans les documents que nous distribuons. Il est basé essentiellement sur la presse, parce qu'il faut absolument en arabe organiser une récurrence, que le vocabulaire et les structures syntaxiques soient fixées, et que le lieu de récurrence le plus commode, c'est la presse. Tous les jours, vous avez une guerre, tous les jours, vous avez une bombe qui explose, donc on arrive facilement à... Ça bouge, hein, ça bouge. Et donc, on fait la grammaire au début de l'année avec la presse, et puis dans la deuxième moitié de l'année, on le coupe avec la littérature, parce qu'il y a des structures qu'on ne trouve assez facilement qu'en littérature. Donc notre public, je dirais grosso modo, qui va de 19 à 65 ans, avec une majorité de 20-27 ans, des étudiants qui proviennent à 50% des universités françaises et 50% d'autres, autour d'une dizaine de nationalités, souvent européennes, mais cette année nous avons une singapourienne et 7 brésiliens. L'année dernière, il y avait une turque, une bulgare, une singapourienne, enfin bref, on tourne toujours autour de la dizaine de nationalités. Il y a aussi des professionnels en formation ou en reconversion, essentiellement des journalistes, des gens qui veulent travailler dans l'ONG, dans le culturel, mais nous avons aussi tous les ans notre religieux ou religieuse et notre militaire. Alors, officiel, hein, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Oui, non. Alors, nos étudiants proviennent d'universités proviennent des IEP, de l'INALCO, de l'EHESS, de l'EHESS.
ESS de l'ENS-UM. Ce sont souvent des étudiants à fort capital culturel, et différents ceux-là des étudiants que j'avais à l'Université de Bordeaux, mais il y en a pas mal aussi qui sont des jeunes gens de la deuxième génération, donc il y a une très très forte mixité sociale. Ils maîtrisent souvent une ou deux autres langues. Leurs motivations sont essentiellement professionnelles, MAE, recherche, etc. Rarement culturelles et quelquefois familiales, et la plupart ont une autre formation. Donc voilà en gros le petit monde du DEAC. Alors, le nouveau locuteur et les locuteurs natifs. Alors, pour la plupart des locuteurs natifs, le nouveau locuteur en arabe n'existe pas. Ou est-il imaginable? Ce qui est un réel obstacle à l'apprentissage. Parce qu'on ne s'adresse pas en arabe à quelqu'un qui n'a pas l'air arabe. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un qui n'a pas l'air arabe vous parle arabe. Donc, quand vous parlez arabe, on ne vous comprend pas. Puisqu'on attend de l'anglais et qu'on a autre chose, on ne vous comprend pas. On n'a pas l'habitude, ça c'est une explication très intéressante qui m'a été donnée par un de mes profs, on n'a pas l'habitude d'entendre mal parler l'arabe, alors que les anglophones ont beaucoup l'habitude d'entendre mal parler l'anglais. Donc ils comprennent et les arabophones ne comprennent pas. Hein. Donc avoir l'occasion de comprendre et de parler l'arabe est un combat quotidien. Donc le conseil que je donne à mes étudiants, c'est de refuser de parler anglais, mais de façon absolument catégorique, même pour les chiffres, se faire tout écrire. Hein. Et du coup, ils ne sont pas très opérationnels au début, et ils doivent accepter la frustration du nouveau locuteur de ne pas pouvoir dire ce qu'il veut, d'avoir accès tout d'abord à un niveau de communication extrêmement rudimentaire. Et pour les adultes, c'est pas toujours facile d'accepter de tomber si bas, entre guillemets. Donc ça, c'était le premier point. Pour le locuteur natif, le nouveau locuteur compétent est suspect. Voilà. Alors, espionnite, complotite, etc. Il suscite des sentiments mélangés, contradictoires, soupçons, admiration, etc. Et puis, il y a toujours la question, toujours la même, pourquoi apprendre l'arabe? Quelle idée? Enfin, à quoi ça sert? Il y a l'anglais, pourquoi apprendre l'arabe? Et on ne peut avoir comme raison d'apprendre l'arabe que des raisons familiales, filiation, mariage ou religieuses. Et en dehors de ça, on est une bizarrerie à deux pattes. Voilà, donc ça ne simplifie pas non plus la position de l'apprenant de l'arabe, en tout cas en Égypte. Hein. Alors, autre point que je veux toucher, c'est le nouveau locuteur, le locuteur natif et la définition de l'identité par la langue. Donc, qu'est-ce qu'être l'arabe? Pour les nationalistes de la fin du 19e, début 20e, c'est parler arabe. Est arabe qui parle arabe? Et quelque part, ça existe toujours dans les têtes, et à la suite d'une discussion agitée, animée, entre des quinquas, quadras, tous arabes, je me suis retrouvée arabe, parce que je parle arabe, et je vous avoue que j'ai eu un moment de sidération, un petit instant. Et donc, effectivement, il y a un problème d'identité. La personne qui parle arabe et qui n'est pas, entre guillemets, ethniquement arabe, brouille les frontières de l'identité et induit une certaine perplexité. Or, les sociétés arabes, au moins citadines, ont été très souvent assez multiculturelles avant la période coloniale. Alors là, j'ai un peu de mal à exprimer, c'est des choses enfin, je sais que je m'engage sur un terrain un peu glissant, mais bon, je vais y aller quand même. La lutte contre la colonisation a obligé à définir un jeu arabe contre un autre non arabe pour finalement l'exclure d'une nation qui était en train de reconquérir son autonomie politique et pour le voir comme un adversaire de cette autonomie politique. Et dans ce contexte, celui qui parle arabe de façon professionnelle et qui n'est pas arabe, paradoxe, était souvent un professionnel de la colonisation, c'est-à-dire un militaire ou quelqu'un du bureau des affaires indigènes. Et ça, quelque part, ça reste dans le regard qu'on porte sur les gens qui apprennent l'arabe, et le nouveau locuteur donc peut induire un malaise. Alors, le nouveau locuteur, maintenant, le locuteur natif est la norme linguistique de l'arabe moderne standard. Donc, je vous ai parlé de la diglossie, je ne reviens pas de là-dessus, de la zone intermédiaire. Et le locuteur natif non formé à l'arabe n'a pas souvent une limite ou une claire conscience des limites ou de la norme de l'arabe moderne standard.
Donc spontanément, il ne va pas distinguer de façon pertinente ce qui est arabe moderne ou standard et ce qui est arabe dialectal, ou il va avoir des définitions un peu étranges. Or, le nouveau locuteur, lui, qui a bouffé de la grammaire pendant 1 an en France, a une très très claire conscience de ce qu'est au moins syntaxiquement la norme de l'arabe moderne standard. Il n'a appris que ça, souvent il ne veut apprendre que ça parce qu'on lui a expliqué qu'il n'y avait que ça qui lui serait utile, et il est capable de dire à son professeur monsieur, vous êtes hors norme. Alors que le professeur a fait le glissement presque sans s'en rendre compte. Donc on a un certain paradoxe de quelqu'un qui est un incompétent communicationnel et qui est un super compétent par rapport à la norme. Hein. Donc voilà un autre point. Donc je ne vais pas arriver à tout dire, vous dire tout ce que je voulais. Alors, le nouveau locuteur et l'apprentissage de l'arabe. Alors la première chose, ça m'a étonnée, mais je suis idiote parce que j'ai pensé exactement la même chose à l'oral. Je ne pensais pas que ça serait... Je savais que ça serait difficile, je ne pensais pas que ça serait si difficile, et je ne pensais pas que ça serait si long. Donc c'est ce que je retrouve dans beaucoup de questionnaires que j'ai fait passer. Donc ça induit 2 réactions. La première réaction, c'est je veux l'avoir et je l'aurai. Donc c'est le défi et on y va, on se donne à fond. Et l'autre réaction, c'est la dénomination, la démotivation. Trop dur, je m'en vais. Le bon candidat à l'apprentissage à ce moment-là, c'est quelqu'un qui a une bonne maîtrise d'une autre langue européenne et qui sait apprendre une langue. Mais, même s'il sait apprendre une langue, il n'a jamais appris une langue où l'intersection entre sa langue maternelle et la langue d'apprentissage est quasiment vide. Hein. Donc, il n'a pas d'intuition, la langue n'est pas transparente, il va falloir l'aider à trouver des stratégies d'apprentissage qui l'aident à économiser ses efforts. Donc, je vous passe le locuteur et sa vision d'apprentissage de l'arabe, hein, on en parlera après. Et donc, nous avons des étudiants au DEAC en petit nombre, qui sont en échec parce qu'ils refusent de modifier leur stratégie d'apprentissage, qu'ils continuent à apprendre dans le tout traduction, ou plutôt à ne pas apprendre, à vouloir qu'on leur traduise tous les mots, à vouloir qu'on leur parle en langue maternelle dans le cours. Et mon groupe élémentaire le plus, comment dire, des gens les moins formés en début d'année, finalement, devient le groupe où se regroupent ces gens-là qui sont dans un refus total de sortir d'un système d'apprentissage où c'est la traduction qui serait la clé. Or, dans la mesure où la langue arabe n'a aucune transparence en particulier pour ce qui est du vocabulaire, l'apprentissage du vocabulaire est très lourd à traîner. Il faut trouver d'autres façons de l'apprendre que la liste de mots avec son mot français ou anglais et son mot arabe en face. Et à ce niveau-là, le non-changement de stratégie d'apprentissage est assez mortel. Alors, comment est-ce qu'on modifie ces stratégies d'apprentissage? Alors, en grande partie, c'est dans le tête-à-tête. J'organise des tutorats, et dans ces tutorats, donc, on met le doigt sur ce qui fait mal, et c'est à ce moment-là que je discute avec les stagiaires de leur stratégie d'apprentissage et que j'arrive à en convaincre certains d'essayer de trouver des voies plus faciles. L'autre moment, c'est que nous avons 4 évaluations dans l'année et que je refuse de rendre les copies et d'afficher les notes. Si on veut voir sa copie et voir ses notes, il faut venir nous voir. Et donc, il va falloir accepter aussi une discussion sur la production, sur les raisons des défauts de cette production, accepter de discuter de la remédiation. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on arrive à réorienter les stratégies d'apprentissage vers des choses moins douloureuses, moins coûteuses et plus efficaces. Et voilà, j'avais encore plein de choses à vous dire, mais je pense que je vais vous faire la pression et qu'il faut que je m'arrête. Voilà, merci.